Bonjour à toutes et à tous. Mon invité est confident de stars, journaliste, écrivain, mais il défend aussi la cause animale. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de retrouver Henri-Jean Servat. Bonjour. Bonjour mon cher Nicolas, et je suis ravi de vous voir à Paris. Je suis ravi d'accueillir Nicolas à Paris, qui vient de Bruxelles. Est-ce pour moi et pour vous, bien sûr ou quoi. Donc bonjour et merci mon cher Nicolas. Nous nous retrouvons grâce à un beau livre de souvenirs qui s'appelle So Chic, dans lequel vous racontez vos aventures au cœur de la vraie jet set. Voilà. Comment ce livre a-t-il vu le jour? Mais c'est-à-dire que pour être franc, j'ai un peu changé de vie parce que vous savez, je me suis beaucoup occupé à Paris des stars de cinéma. Et puis je roule toujours d'ailleurs en Rolls, c'est dans des très jolies voitures décapotables. À m'occuper, je me suis occupé d'Elizabeth Taylor, de plein de stars, de temps comme ça. Et puis j'ai eu une espèce de nuit de feu, ça fait longtemps que j'aimais les animaux. Et je me suis dit que ma vie était vaine, était un peu sotte et servait pas à grand chose, sinon à célébrer des gens qui toujours n'en valent pas la peine. Et j'ai voulu me consacrer uniquement aux animaux et ça a été accéléré et précipité par le fait que je suis devenu conseiller municipal de la ville de Nice, embarqué avec Christian Estrosi et qu'on m'a donné la délégation des animaux, du cinéma et des animaux. Et donc j'ai décidé de changer radicalement de vie et maintenant mon temps s'occupe à aider les chiens en fourrière, à faire en sorte que les chiens aient des espaces verts, à faire en sorte que les gens âgés qui partent à l'hôpital puissent emmener leurs chiens avec eux, à donner des plages spéciales pour les animaux. Et je veux que l'exemple de Nice soit un exemple de façon entièrement nationale, que toutes les villes de France imitent Nice, qui est la ville qui vient d'être classée en plus première dans le répertoire des villes les plus gentilles que les animaux. Et malheureusement, je traînais dans ma vie les jet-set, les stars, les actrices. Donc j'ai voulu leur dire adieu. Donc en gros, c'est le livre de mon ancienne vie. Ce livre est une transition entre deux chapitres de votre vie. Voilà. Et c'est un livre du vieux monde qui raconte quand on faisait des reportages, on courait après Sylvester Stallone, on courait après Elizabeth Taylor, ça raconte ce genre de choses. Donc c'est un livre de mon ancienne vie, c'est adieu à mon ancienne vie. Bonjour ma nouvelle vie qui est avec les animaux, mais ça c'est une façon de dire au revoir. Voilà. Et Nicolas qui a fait partie de mon ancienne vie, je suis ravi de le retrouver pour lui parler de ce qui nous a liés pendant un moment, mais d'autres choses nous lient, mais plus ça maintenant, voilà, puisque c'est fini. Voilà. Question volontairement provocante ou provocatrice, c'est quoi la vraie jet set? C'est-à-dire que moi ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'on parle toujours, vous regardez n'importe quelle émission de télé-réalité, n'importe quelle émission avec trois bourricots ou quoi, ils vous parlent de la jet set parce qu'ils boivent du champagne au bord d'une piscine dans une jolie maison. La jet set, c'est pas ça. La jet set, c'est la classe. C'est des gens qui vivent d'une certaine façon, qui prenaient l'avion, qui voyageaient comme ça. Moi, j'ai vécu comme ça pendant les années de mon apprentissage de ma vie à Paris Match. Donc, c'était vraiment ce genre de choses. Donc, la vraie jet set, c'est avec des princes, avec des vraies stars, c'est très exclusif, comme on dit, et c'est très particulier. C'est dans les plus beaux endroits du monde. C'est pas avec trois piges ou trois cagoles qui boivent un champagne frelaté, je veux dire, dans une maison en carton-pâte. C'est pas ça. Qu'est-ce qui était le plus enrichissant parmi toutes vos aventures? Les amitiés qu'il en reste? Oui, les amitiés qu'il en reste. Et puis j'ai découvert, non pas, c'est pas d'avoir découvert, je m'en fiche d'avoir découvert mais on peut découvrir des manières d'être, des gens qui sont, par exemple, on parlera peut-être, je sais pas, de Robert Hossein, on parlera de gens, d'Elizabeth Taylor, qui étaient des gens qui étaient de Bardot, qui ont consacré leur vie à une cause, pour que quelqu'un vous reçoive avec un dîner formidable, avec des choses insensées à manger. Je m'en fiche un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est la valeur intrinsèque des gens, quoi. Est-ce que c'est des gens qui savent partager? Est-ce que des gens qui font mal aux autres? Est-ce que le passage de cette personne est nocif à la terre, quoi? Voilà. Qu'est-ce que cette personne fait du bien pour la terre, pour lui-même, pour ses semblables et pour les animaux? Voilà, c'est ça qui est mon critère essentiel. Voilà. Vous dédiez ce livre à Robert Hossein, justement, pour quelle raison? Parce que quand j'étais un petit bourgeois puceau et con et idiot, vivant dans le sud de la France, j'ai vu une fois, mon cher Nicolas, un film qui s'appelait Angélique, marquise des anges. J'avais 14 ans, j'étais idiot et bébête. Et j'ai vu ce film, et c'était le premier film que je voyais. Donc c'est important, le premier film que je voyais, j'ai vu Robert Hossein, la cicatrice, la voix rauque, il traînait la patte, la canne et tout ça. Michel Mercier, incandescente, ou même Brigitte Bardot m'a dit Michel Mercier est mieux dans le film que ce que j'aurais été moi, puisque d'abord le rôle l'avait proposé à Bardot. Donc voilà, donc Robert Hossein, c'est un personnage important de ma vie, parce que c'est un personnage qui m'a... c'est le premier acteur que j'ai découvert et que j'ai aimé sur un écran. Je l'ai rencontré souvent, je l'ai interviewé souvent, je l'ai interviewé pour Libé, je l'ai interviewé pour Paris Match. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était extraordinaire. Je ne parle pas du talent, du génie, de la création, de l'inspiration, de l'acteur qu'il était, fiévreux, paroxystique qu'il était, mais je parle de l'homme de partage, voilà, qui
qui a cru en moi, je ne crois pas en Dieu avec autant d'intensité que lui. Mais Robert, je l'ai vu faire, j'ai vu par exemple, cher Nicolas, sortir d'un restaurant, il y avait sur le trottoir en plein hiver des gens, des clodos qui étaient là en train de mourir de faim et de froid. Et Robert est rentré dans le restaurant, leur a fait préparer des repas, leur a fait livrer les repas pour qu'ils puissent manger. J'ai vu Robert donner son manteau à des clochards, j'ai vu. Donc Robert, c'est pas seulement l'homme de spectacle, de grandiose, mais c'est aussi l'homme que j'ai vu, l'homme de partage, l'homme intelligent, l'homme de cœur. Voilà. Et je prépare un livre avec la femme de Robert Hossein, Candice Patou, et son fils, sur Robert Hossein, qui s'appellera L'homme de cœur. Je trouvais normal, comme c'était un livre qui est consacré à des caprices de stars, à des ragots, pas des ragots, mais à des petites histoires ou quoi. Je trouvais bien de lui donner un peu de hauteur grâce à Robert Hossein. Voilà. C'est pour ça que le livre lui est dédié. De toutes ces histoires, vous écrivez, elles arrivent d'un temps lointain, du temps d'avant. C'était comment le temps d'avant? Ben, le temps d'avant, c'est ça. Le temps d'avant, c'était moi ce que j'ai adoré, cette époque-là, c'était un autre monde. Maintenant, ça fait figure de préhistoire. Maintenant, c'était la préhistoire, quoi. C'était maintenant, moi, je prenais un avion à Paris pour partir à Hollywood. Hollywood, je revenais à Paris. Je m'est arrivé des fois qu'on m'attendait pour me donner des vêtements d'été pour partir, ou des vêtements d'hiver pour partir dans le froid, sans même rentrer chez moi. J'ai passé une partie de mon existence, j'en suis pas fier, hein, mais je le constate, à courir après les plus grandes stars du monde, mais pas courir comme un paparazzi, pas courir comme un voleur, pas courir vous voyez, comme un fumeur, quoi, pas du tout ça, non. Je courais après avec leur accord pour les interviewer, pour les filmer, pour qu'ils me racontent leur vie. Ouais, c'est pour ça que je leur cours après. Et donc c'était... mais plus personne ne vit comme ça maintenant. J'ai vécu comme... Voilà, de façon exceptionnelle. C'était exceptionnel de démesure, de folie, de rêve, d'extravagance, quoi. Et c'est comme, si vous voulez, c'est comme si on retrouvait la pierre de Champollion, là, la pierre de Rosette. C'est comme si on retrouvait, je sais pas, un manuscrit sur la préhistoire. Voilà, c'est quelque chose. Plus personne ne vit comme ça. C'est vous dites, Nicolas, c'est des histoires du temps d'avant, quoi, du temps d'avant, du temps qu'on était heureux, quand on pouvait prendre l'avion comme on le voulait. On n'avait pas de masque sur la figure. On était, voilà, c'était avant la pandémie, avant tout ce genre de choses qui avaient été ravagées. Donc c'est un témoignage du temps jadis. Voilà, c'est un témoignage du temps jadis. Toutes ces aventures vous ont-elles empêché de construire une vie privée, une vie sentimentale? Oui, oui, parce que j'ai voyagé, j'ai une vie sentimentale, mais ça m'a... Vous savez, puis en plus, ça vous fausse ça vous fausse l'essence. Quand vous êtes habitué dans les plus beaux palaces de la Terre, vous arrivez, vous restez 3 jours, vous partez dans un autre, vous vous accrochez plus à rien, plus à personne, vous voyagez beaucoup, beaucoup. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de changements dans votre vie, ça passe, ça vient, ça revient. Mais je trouve que c'est pas... Ça sert à rien d'avoir des regrets, vous savez. C'est comme ça, voilà, il faut toujours voir le bon côté des choses. En ce qui vous concerne, tout a commencé avec une exubérante paire de seins, écrivez-vous. Oui, parce que quand j'étais jeune, puceau et concon, donc je vous racontais, mes parents avaient une maison au bord de la mer à Palavas-les-Flots, sur la plage. Et un jour, je me promenais avec mes parents et j'ai vu l'affiche Angélique Marquise des Anges. Donc j'ai trouvé que la fille était formidable, elle avait une paire de seins comme des calebasses. Pardon, mais sur l'affiche, c'était ça. C'est un constat, c'est pas un jugement. Elle avait une très grosse... Et pour un petit gamin de 15 ans, d'avoir une gamine comme ça, c'était un rêve mammaire. C'est ce qu'ont été Lolo Brigida et Sophia Loren pour les jeunes Italiens. Moi, j'ai vu les seins de Michel Mercier m'ont fait rêver. Et puis je suis allé voir le film m'a plu, il y avait l'histoire, il y avait des petits gilets brodés, il y avait des chevaux, le château fort, l'histoire. Michel Mercier sublime, donc. Et j'ai voulu être copain avec Michel Mercier et Robert Hossein. Et ils m'ont dit, je vous jure, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait Hippocane, j'ai fait Cannes, j'ai fait une licence, une maîtrise, doctorat, j'ai fait plein de choses compliquées et tout. Mais je voulais courir après Michel Mercier, et j'ai couru après Michel Mercier. Après, ça m'a mis dans le pli de courir après les gens célèbres à travers le monde. Alors, on peut trouver que c'est un métier vain, que c'est un métier stupide ou quoi. Moi, c'était le mien, et j'étais embarqué là-dedans, ça m'a amusé. Voilà. Il m'en reste ça, et puis peut-être, si ça marche, Nicolas, grâce à la télévision belge et grâce à d'autres, je ferai le tome 2, je ferai le tome 3, voilà, on en fera d'autres. La mode était alors au bonheur, écrivez-vous. Oui, mais vous savez, c'était une époque un peu spéciale, parce que c'était, disons, moi, parce que j'ai connu ça, c'était les années 60-70, il n'y avait plus la guerre d'Indochine, il n'y avait plus la guerre d'Algérie, donc il n'y avait plus, moi je me souviens quand j'étais gosse, j'avais des voisins qui venaient pleurer chez mes parents parce qu'ils avaient des fils qui étaient partis en Algérie, les fils avaient été tués, donc moi j'ai connu la France en paix, alors peut-être il n'y avait pas d'attentat, il n'y avait plus la guerre d'Algérie, il n'y avait plus la guerre d'Indochine, c'est une bonne chose, et il n'y avait pas encore le sida.
C'est-à-dire qu'on pouvait s'aimer, on n'avait pas des copains qui mouraient du sida ou des copines d'une façon ou d'une autre comme ça. Donc c'était une époque qui était solaire, bienheureuse, enchantée, ravissante, exquise, délicieuse. C'était la période du bonheur. On vivait, moi, on voyait les magazines étaient emplis, Paris Match, Elle, Candy, d'autres étaient emplis de plages. Les pages étaient pleines de plages à Saint-Tropez ou ailleurs. On voyait des gens en maillot de bain, en bikini, qui se faisaient bronzer, qui étaient à demi à poil, c'était une espèce d'idéologie un peu comme le Méditerranée, quoi, voilà. On se faisait bronzer, on buvait des jus de fruits, on était content et bien. C'était une ère du bonheur qui après n'a pas continué, parce qu'après est arrivé le sida, c'était atroce, après sont arrivés les attentats, après sont arrivés maintenant ce qu'on vit en ce moment. Donc moi je me raccroche, je me rattache à cette période-là comme une des périodes les plus douces, les plus apaisées, les plus sereines, les plus toniques de mon existence. Les gens ne pensaient qu'à jouer et à jouir, Oui, écrivez-vous. voilà. Ah oui, oui, les gens, c'est vrai. C'est vrai, vous avez bien lu. C'est vrai ça, les gens, c'est vrai, ne pensaient qu'à jouer et à jouir. C'est vrai, on pensait il y avait rien de désagréable et tout. On voyait il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision pour commencer. Il n'y avait pas cette invasion de notre sphère privée. Il y avait une chaîne de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. La vie était beaucoup plus, je trouve, à la fois plus simple, plus heureuse, était plus verticale. On pensait plus au ciel. C'est-à-dire que maintenant, on a des vies horizontales, on veut se remplir les caisses, les coffres-forts, l'argent, les voitures. Tandis qu'avant, on aspirait plus à s'élever, je trouve. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. Voilà. De quelle manière cette image a-t-elle influencé votre vie? Ben, ça a influencé ma vie parce que je vivais dedans, parce que j'étais content, parce que ça rendait nonchalant, ça m'a rendu tolérant, nonchalant, romantique, romanesque. Ça a influencé ma vie. Quand vous voyez des gens qui vivent facilement, sans faire de mal les uns aux autres. Par exemple, Bardot, elle a fait de mal à personne. Hossein, Delon, Sharon Stone, Madonna, c'est des filles. Elles donnent beaucoup de leur argent à la charité, elles s'investissent. Donc voilà, moi je ne comprends pas quand on se fait payer pour faire des œuvres de charité. C'est pour ça que j'ai un petit caprice avec quelqu'un. Mais en dehors de ça, non, je trouve que ça a influencé ma vie. Ça m'a appris à aimer le bon, aimer le beau, aimer le grand. Moi, c'est vrai que, qu'on me dit, si on lit mon livre et qu'on me dit, Henri Jean, j'ai envie de m'envoler, je vous ai lu, j'ai envie de m'envoler, Alors je ne pourrais peut-être pas connaître la même vie que ça, mais je pourrais être une vie où il n'y avait pas de sentiments bas, il n'y avait pas de mesquinerie, pas de bassesse, pas d'horreur comme ça, on n'avait qu'une envie, c'était toucher les étoiles, quoi, voilà. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Et ben, je pense que le souvenir, c'est le passage qui m'a amené je me souviens de la séquence de Marquise des Anges. Ce passage qui vous a amené à découvrir Ciné Revue et Ciné Monde. Voilà, quand de passer devant la caisse à 4 pads, d'acheter les Ciné Monde, quand je trouve des fois dans des magasins, ça m'arrive, des Ciné Monde que je n'ai pas, ou des Ciné Revues que je n'ai pas, et j'achète ça avec beaucoup d'avidité, beaucoup de gourmandise, beaucoup d'appétit, parce que voilà, c'est un monde, vous savez, pour moi, je crois que c'est lié au paradis perdu, cette époque-là. Chacun a l'âge qu'il peut, mais moi j'ai plus 20 ans. Mais il y a une période de paradis perdu, où tout était doux, apaisé, serein, tranquille, charmant, agréable, facile à vivre. Ça. Et je crois que dans cette période vraiment difficile qu'on vit, dans chacun, je voudrais rapporter un peu à la fois d'espoir, de bonheur, d'envie de s'amuser, quelque chose de léger. Les gens, tous ceux qui l'ont me disent, c'est léger, ça coule, comme ça, c'est agréable, on est dedans, on est au fil de l'eau, on est dans les palais, on est au premier rang, parce que moi j'étais aux premières loges, voilà. Donc les gens sont avec moi aux premières loges, ils rentrent dans des endroits où personne ne rentre jamais, que ce soit la Madrague, les coulisses de chez Hossein, la chambre à coucher de Madonna, des endroits où personne ne met jamais les pieds. Moi j'ai mis les pieds, donc je veux que les gens ils rentrent avec moi, voilà. Que faisaient vos parents? Mon père était industriel dans le sud de la France. C'était pas un bourgeois riche, c'était des gens qui avaient un peu d'argent, mais c'était pas une fortune, c'était pas de la grande bourgeoisie. Voilà. Et ma mère, j'aimais beaucoup, mes parents avaient une existence très romanesque, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Mon père n'avait pas d'argent, il était tombé amoureux de ma mère qui en avait beaucoup, et ça s'était arrangé, c'était très bien ensemble, mais ma mère m'a appris la littérature, m'a appris à lire, m'a donné... Voilà, donc c'était des gens bien, quoi, voilà. Le goût de l'évasion. Voilà, mais le goût, c'est-à-dire que il y a un côté, ça peut être dépossédant, parce que si on se dit je suis pas bien ici, je suis mieux ailleurs, vous savez ce que je veux dire, c'est un côté, ça n'apprend pas à affronter les réalités du moment. Mais des fois aussi rêver, comme dit Baudelaire, en faire au ciel qu'importe, mais pouvoir m'envoler, donc il y a ça aussi qui est agréable, c'est bien. Moi je voudrais que ce soit ça, je voudrais que j'ai la chance d'avoir bénéficié d'une leçon de vie qui était
qui était drôle, délicieux, c'était simple, exquis. Et je voudrais que ceux qui plongeront dans So Chic vivent quelque chose, une espèce d'apesanteur comme ça, une apesanteur délicieuse, une espèce de lévitation moelleuse, voilà, en respectant les gens, jamais marché sur personne, en respectant les animaux, en étant heureux, voilà. Il y a un message caché aussi avec ce livre, c'est que tout est possible, à qui le veut. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr, si on s'accroche, je crois qu'on peut réussir à beaucoup de choses. On croit qu'on peut, oui. Quand on veut, je crois qu'on peut, honnêtement, je crois que c'est vrai. Vous revenez donc sur cette envie d'approcher les actrices qui vous faisaient rêver. Il me fallait graviter à leur entour. Je ne rêvais que de les confesser, de vivre à leur côté et de me faire câliner dans leurs bras. Ah oui, c'est vrai, non, je rêvais de ça, c'est vrai. Moi, j'aurais par exemple, je vais vous dire, moi, une des premières que j'ai aimées avec une intensité, Michel Mercier, il y avait un contexte érotique. J'avais envie, on la voyait à poil, on la voyait les seins nus, on voyait ses fesses nues, même si on voyait jamais on voyait jamais l'arrêt des fesses ou la pointe de ses seins. On pouvait la deviner. On la devine, esquissée, mais quand elle était de profil, on voit l'arrondi de la fesse, on voit le galbe de son derrière. C'est très sensuel. C'est très sensuel, mais c'est pas du tout érotique, ni grave. C'est pas du tout graveleux, je veux dire, ou quoi. Mais par exemple, celle que j'ai le plus aimée de façon. J'ai adoré Michel Morgan, j'adorais tout le monde, mais Michel Morgan, c'était à la fois ma mère, une amie. J'aurais aimé qu'elle me prie dans ses bras. J'avais un rêve de douceur, elle était blonde, elle avait une voix, elle avait quelque chose de. Moi, vraiment, j'idolâtre d'ailleurs toujours. Et vous savez, parmi les moments où on croit que jet set, j'aime que les choses friquées comme ça, c'est pas vrai. Michel Morgan, à la fin de sa vie, était devenu aveugle. Les plus beaux yeux du monde étaient devenus aveugles. Et j'allais chez elle à Neuilly et je faisais la lecture, comme ça, quoi. Et elle avait sa voix, elle faisait répéter, elle avait cette voix de Michel. Oh, c'était des moments, c'est comme quoi on a avoir des petits bonheurs simples comme ça, voilà. C'est vrai. Brigitte Bardot est votre amie. Oui. J'aimerais que vous me racontiez votre première rencontre. Ma première rencontre avec Bardot, je me souviens, c'était pour faire un papier quand elle avait démarré SOS Animaux. Et j'étais allé chez elle, elle occupait une petite maison dans le 16e arrondissement à Paris. Et ça m'amusait beaucoup parce que Mylène de Mongeau et Michel Mercier avaient le même genre de maison. Dans une cour d'immeuble à l'ancienne, il y avait une petite maison de gardien, une petite maison à l'intérieur. Et donc j'ai toqué à la porte de Brigitte, je venais faire une interview pour Match. Et la porte s'est ouverte et puis personne, j'ai vu paraître personne. J'ai compris que c'était, on avait dû presser sur un truc automatique pour que la porte s'ouvrit. Alors je suis resté, je n'osais pas, c'est quand même. Je suis pas timide, mais j'étais chez Brigitte Bardot, quand même, quoi. Donc j'ai attendu. Puis j'entrais pas. Alors j'entendais moi, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dis, pardon, mais je ne veux pas entrer, je suis intimidé. J'ai entendu la voix inimitable de Brigitte qui m'a dit, oh ben, il n'y a pas de quoi alors. Et du coup, je suis rentré dans l'appartement de Bardot, je suis rentré dans sa vie et on s'est très bien entendu, je l'ai respectée, elle a été formidable. Mais vous savez, Brigitte Bardot, moi j'ai une admiration inouïe pour la splendeur qu'elle a été, qu'elle reste, actrice extraordinaire. D'une créature magnifique, mais le cœur est beau, l'émotion à fleur d'âme, magnifique comme ça. Très très bonne actrice, elle n'est pas contente parce qu'elle dit qu'elle n'est pas bonne actrice, mais si, très bonne actrice. Et puis après, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle est devenue. Quand je vois beaucoup d'actrices qui utilisent leur célébrité pour gagner de l'argent, pour porter de façon un peu basse et cucu, et quand je vois Bardot, elle se sert de sa célébrité pour les animaux, parce que je veux dire, je trouve ça exceptionnel. Donc j'ai beaucoup aimé la créature la plus désirable du monde, qui est devenue après la créature la plus compatissante, la plus ouverte aux animaux et qui a fait le plus pour eux. Alors 2-3 fois, elle a eu des paroles excessives. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, je veux dire, elle a payé ses amendes, qu'est-ce qu'on s'en fout, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Pèse dans une balance, dans une délicate balance, que cette femme a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Vous êtes très vite devenus amis, tous les deux? Oui, mais parce que je veux dire, avec Brigitte, moi je vais être franc, elle le sait d'ailleurs, quand je l'ai rencontrée au début, j'ai été ébloui que par l'actrice de cinéma. L'actrice de cinéma, elle m'avait appris la libération sexuelle, elle m'avait appris quoi. Je trouvais ça vraiment formidable. Et puis c'est en la fréquentant, en faisant des papiers pour Match, que j'ai appris, voyageant avec elle en Europe, à manger végétarien, à sauver les chiens. J'ai fait plein de choses comme ça avec elle, donc je lui suis reconnaissant de tout ce genre de choses, bien sûr. Que préférez-vous chez elle? Ce que j'aime beaucoup l'engagement jusqu'au boutiste. Des fois, je suis engueulé avec elle, des fois, c'était un peu violent, mais j'aime beaucoup l'engagement jusqu'au boutiste et le fait qu'elle est sincère. Quand elle dit un truc, elle s'occupe pas de savoir si ça plaît, si ça plaît pas, si ça plaira à l'ambassadeur, ça plaira à quoi, peu importe, pouf, elle fonce, elle le fait. Voilà. Comment va-t-elle?
C'est une dame qui a 86 ans et qui, je le dis parce que c'est bon, l'âge de Bordeaux il traîne partout, donc, et plus que partout, non, elle, elle va aussi bien que possible, voilà, elle a de l'énergie à revendre, mais les animaux, ça la sous-tend, ça donne envie de faire beaucoup de choses absolument formidables. Et pour dire, j'ai même eu une proposition d'une chaîne, enfin pas d'une chaîne, plus d'une chaîne, d'une plateforme, pour faire un beau documentaire sur elle, en racontant des choses. Avec sa complicité? Avec son accord. Avec sa complicité, son accord. Elle n'apparaîtrait pas à l'image, mais avec son accord pour que ça serve à forger les jeunes générations. Parce que c'est les jeunes générations, ils savent même plus ce qui était Brigitte Bardot, l'actrice. Mais pour eux, Brigitte Bardot, ça l'a fait des animaux. Donc se servir de Brigitte fait des animaux. Voilà. Ce qui est magnifique, et rappeler aussi à la jeunesse qu'elle a contribué à libérer les mœurs. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, si le monde s'est libéré sexuellement, c'est grâce à Brigitte Bardot, bien évidemment. Bien évidemment. Isabelle Adjani est également une amie à vous. Oui, très proche, j'aime beaucoup. Qu'ont-elles en commun à vos yeux? En quoi se ressemblent-elles? Mais vous savez, je les ai fait dîner ensemble toutes les deux. Donc elles se ressemblent en ce fait elles sont pareillement jusqu'au boutiste. C'est des filles qui sont échevelées, c'est des filles qui sont droites, c'est des filles qui sont prêtes à se brûler les ailes parce que elles ont fait beaucoup de choses, je veux dire l'une et l'autre, mais elles ont envie de se dépasser encore, elles ont envie de donner. Alors Brigitte a tout donné au début en étant ce qu'elle était, et puis après pour les animaux. Et Isabelle, c'est une actrice, c'est une tragédienne, c'est une interprète. C'est quelque chose c'est un être qui est absolument bouleversant. Et elles ont en commun, quand je les ai fait dîner ensemble, et qu'elles se parlaient toutes les deux, elles avaient une même droiture d'idées, elles avaient une même respect des autres, une envie, non pas d'être une actrice, parce que c'est de ne pas jouer, mais de mettre ses actes en conformité avec ses propos, et en ne jouant pas, en ne jouant de rien, et en respectant le monde, eux-mêmes et les autres. Je trouve ça très bien. C'est une grande fierté pour vous d'être arrivé à les réunir lors de oui, ce dîner intimiste à Saint-Tropez. Oui, parce que des fois c'était. Puis en plus, je l'ai fait seul, je veux dire. Ça n'a pas été fait dans un but publicitaire, il n'y a pas eu d'attaché de presse, il n'y a pas une marque de bijoux derrière. C'était en toute amitié. C'était en toute amitié. Mais tout ce que j'ai fait, enfin, il y avait un reportage de match à la clé, mais quand j'ai eu des rapports bien avec les gens, c'est parce qu'il y avait des rapports gracieux qui savaient que je ne les utilisais pas. Quoi, voilà. Claude Pompidou m'impressionna comme personne, écrivez-vous. Pour quelle raison? Parce qu'elle avait 93 ans, elle avait une droiture, elle aussi, elle avait un respect d'elle. Et j'étais épaté, parce que le Pompidou, c'était la femme du Pompidou. Je sais qu'elle avait été salie par plein d'histoires, comme ça, par une histoire. Et je trouve qu'elle avait une force, elle avait 93 ans, elle se battait pour sa fondation Pompidou, elle se battait pour son musée Pompidou. Moi, je suis parti avec elle à New York pour présenter la fondation Pompidou à des milliardaires américains. On était en haut d'un escalier formidable à la galerie de Hubert Thayer, là. Et j'ai voulu avancer. Elle avait 93 ans, elle était debout. Elle avait une robe de chez pas Claude Montana. Elle avait une robe extraordinaire d'un couturier le plus à la mode du moment. Et elle attendait les gens au haut d'un escalier qui venaient assister à un repas où ils avaient payé très très cher la place pour pouvoir éventuellement donner de l'argent à la Fondation Pompidou. Et ce que j'avais trouvé, moi j'ai voulu avancer une chaise. Elle m'a foudroyé du regard, mais foutez-moi la paix, j'ai pas besoin de. J'avais trouvé ça. Une femme droite, je l'ai vu marcher, je l'ai vu pleurer, Madame Pompidou. Elle pleurait pour les saloperies qu'on avait faites à son mari, qu'on lui avait faites à elle. Elle avait beaucoup de. Bon, c'est la première fois de ma vie, mon cher Nicolas, quand j'ai vu Madame Pompidou, je me suis senti face à un homme d'État. Voilà. Je pensais qu'elle avait la rigueur d'un homme d'État. Je trouvais ça vraiment bien. Quelle est la confidence la plus surprenante que vous ayez reçue tout au long de votre parcours de journaliste? Alors là, je ne vous la raconterai pas celle-là, mais je vous en raconterai. C'est des confidences éventées maintenant, puisqu'on le sait, mais qu'est-ce que je. Non, mais toujours des choses bien. Quand Julien Green m'a raconté le combat qu'il faisait contre la chair, quand Brigitte m'a demandé de lui amener Isabelle Adjani pour parler du combat contre les bébés forts, il y a beaucoup de. Non, il y a beaucoup de choses. Il y en a tellement, vous voyez ce que je veux dire, mais la vraie comme là, c'est apprends-toi à être toi-même, cultive ton jardin, ce que tu as de bon en toi, ce que tu as de mauvais en toi, garde-le, cultive-le. C'est toi, c'est personne d'autre, et fais ce que tu as envie de faire. Et ne te laisse pas juger par les gens. Ne te laisse pas juger par les gens. Si vous saviez, Nicolas, le nombre de gens qui se foutent de ma gueule,
parce que je m'occupe des animaux, parce que je suis engagé pour les animaux. Mais je m'en fous complètement. Je veux dire, j'ai choisi mon combat, donc je ne me bats pas pour ça et je vous demande d'aimer et d'aider les animaux. Il faut se laisser moquer de rien par personne. Personne n'a le droit de vous juger. Pour un crapaud, il y a une phrase de Voltaire qui est sublime. Pour un crapaud, ce qui est beau, c'est sa crapaud. Voilà, bon. Pour Nicolas, ce qui est beau, c'est la personne que Nicolas aime. Pour ce qui est beau, c'est vraiment. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, comme il faut, mais on ne doit pas rendre de compte aux gens, rendre de compte à sa conscience. Et comme dit Edmond Rostand, l'ancien de Bergerac, c'est moralement que je veux avoir mes élégances. Voilà. Et vous l'avez compris quand qu'il fallait faire fi de ce que pensent les autres? Pas tout de suite, mais quand je me commençais à m'avancer dans le temps, quand il y a une petite musique qui vous dit ça c'est bien, il n'y a pas l'approbation de la foule. Moi des fois j'ai écrit des livres que j'ai beaucoup vendus, alors que j'aurais aimé vendre plus d'autres livres que j'avais écrits qui étaient plus personnels, plus secrets, plus. Donc il faut accepter parfois les choses. Si on peut, je crois qu'on n'a pas vraiment la main sur le destiné, sur le cours des choses, je pense pas. Vous êtes un homme secret? Je raconte pas ma vie à tout le monde. Là, je raconte mes aventures, mais c'est pas raconter ma vie. Je pense pas que quelqu'un qui lit le livre connaîtra Servat mieux en le finissant quand même, mais il aurait été à côté de moi pour avoir vécu des choses bien. Ça veut dire, ça vous a intéressé, ça vous a. Ah oui, bien sûr, hein, bien sûr. C'est une autre clé de lecture sur des personnalités qui nous sont familières, qui nous font rêver et qu'on apprend à découvrir ou redécouvrir grâce à vous. Au quotidien, on connaît vraiment au quotidien dans les livres comme ça. Voilà. Exactement. Et quelle est la confidence qui vous a le plus ému? Elisabeth Taylor qui me racontait qu'elle avait décidé de fonder elle avait fondé Amphar pour aider les gens malades du sida. Quand Brigitte m'a raconté comment elle était bouleversée au point de faire sa fondation pour les animaux, quoi. Mais que quand c'est des confidences qui engageaient tout un être pour toute une vie, parce que dire quoi, on peut aimer un truc, pas aimer un truc ou quoi, mais quand la confidence que vous faites, que vous avez reçue, elle va vous engager pour toute votre vie. Elisabeth Taylor, Amphar le sida, elle a changé le cours du monde. Aujourd'hui, Brigitte, c'est pas parce que c'est mon amie, pas parce que je l'adore, on ne peut pas faire référence à un animal sans penser à Brigitte Bardot. Voilà, c'est elle qui a réfléchi sur ça. Donc je trouve que c'est important, c'est lourd de signification. Vous ne saviez pas encore que vous aussi vous mèneriez combat en faveur des animaux? Non. Non, moi j'aimais les animaux quand j'étais gosse, mais j'aimais les animaux, je mangeais de la viande, je faisais pas attention. Puis c'est au fur et à mesure, et puis en partant en voyage avec Brigitte, je me souviens en partant en voyage avec Brigitte, qu'est-ce qu'on mangeait on arrivait dans les hôtels, moi je suis allé avec elle en Grèce, je suis allé avec elle en Autriche, je suis allé avec elle en Roumanie, je suis avec elle dans beaucoup de pays, et puis vous demandiez de la viande, et puis elle grimaçait, et puis après une jour elle m'expliquait ce que ça voulait dire de manger de la viande, de manger beaucoup de lait au petit déjeuner ou de boire beaucoup de lait. Elle m'expliquait ce que ça voulait dire, donc ce qui fait que ça m'a beaucoup perturbé, et puis ça m'a changé. Et je dois à Bardot d'avoir pris. J'ai des sacs qui sont en croûte d'ananas, des chaussures qui sont en croûte de bambou, je sais pas quoi, parce que je veux faire attention, quoi. Voilà. Vous avez aussi raconté Les Étoiles de légende avec Karen Cheryl. Oui. C'est une amie à vous? Ah, bien sûr, Karen, c'est une amie de 15 ans, Karen. Comment va-t-elle? Elle va aussi bien que possible. Moi, j'arrête pas de lui dire qu'elle devrait accepter de faire autre chose, je crois qu'elle est en paix. Je veux dire, elle a un mari, elle a un garçon qui est aux États-Unis. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. D'abord, je ne me permettrai pas de voir ça, mais elle est heureuse comme ça. Moi, on a envie parce que j'aurais aimé qu'elle racontât ses histoires. Parce que je la trouve magnifique. Je trouve qu'en plus, c'est une magnifique personne au dehors, c'est magnifique au dedans et quoi. Mais visiblement, elle ne veut pas. Donc, il faut respecter ce qu'elle a envie de faire. On ne peut pas l'obliger à sortir et à faire son. On peut pas l'obliger, quoi. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle vous dit pourquoi elle n'a pas envie de raconter sa vie et ses souvenirs? Mais non, elle dit qu'elle a tourné la page. Parce que beaucoup de gens, je veux dire, beaucoup d'éditeurs de disques, beaucoup d'éditeurs de livres m'ont tanné le cuir, m'ont demandé d'intervenir auprès d'elle, de pouvoir l'approcher pour pouvoir lui proposer d'écrire un coffret, d'écrire ses mémoires et de sortir un coffret Karen Cheryl. Elle m'a dit, non, je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. J'ai tenté d'insister une fois, je suis venu à la charge, je peux oublier, puis après je suis venu à la charge 2 mois après, je ne sais quoi. Et je n'ai aucun intérêt, moi je ne suis jamais apporteur d'affaires, donc ce n'était pas mon intérêt qu'elle m'en anime, mais c'était mon intérêt, disons, historique, pour voir qu'elle raconte ça, quoi. Non, elle n'a pas voulu. Donc, voilà, mais d'après ce que j'ai compris, elle a tourné la page.
et elle ne veut plus revenir en arrière. Voilà, elle me dit, c'est fini, j'ai tourné la page, à quoi ça sert ma vie est demain et ma vie, c'est pas mes histoires d'il y a longtemps. Vous consacrez également un ultime chapitre à l'émission Télématin. Vous avez choisi de le sous-titrer Chronique d'une mort annoncée. Pour quelle raison? Parce que quand j'étais à Télématin, on se rendait compte que ça ne pourrait plus continuer comme ça. L'émission qui avait été créée, pas créée mais animée par l'énergie pendant tellement longtemps, était devenue quelque chose, il fallait que ça s'arrête, quoi. Alors ça a mis un petit peu de temps à s'arrêter, mais ça ne pouvait pas continuer comme ça, cette émission. C'était dirigé par des gens qui n'y connaissaient rien, c'était pas bien, quoi. Il y avait tellement plus des règlements de compte, des histoires. Vous sentez que c'est le début de la fin lorsque la sous-chef d'émission décide d'envoyer toutes les archives à la poubelle? Ah oui, on est compte des Télématins. Imaginez, les archives viennent en Télématin, elle a tout jeté ça, donc c'est moi qui suis venu les récupérer, je les ai chez moi, je trouvais ça assez nul. Mais non, mais c'était pas bien, mais c'est pas une bonne période de ma vie. Vous voyez, je préfère les histoires d'amener Isabelle Adjani dîner chez Bardot, d'aller me baigner dans la piscine de Stallone, de monter les marches de Cannes avec Madonna. Ça, Télématin, c'est pas une belle période de ma vie. Néanmoins, c'est une belle période, mais la fin de Télématin, c'est pas bien. Nous en parlons parce que vous écrivez, cette émission me fut un vrai bonheur. Ah oui, non mais vous avez raison, non mais ça a été un moment très bien, mais après c'est devenu pas bien. Vous donnez en tout cas quelques clés de lecture aux téléspectateurs et au public pour comprendre pourquoi, depuis le départ de William Lémergie, cette émission est en crise. Mais bien sûr, maintenant il y avait l'énergie qui était là, l'énergie partie, ils se sont mis à 6 pour le remplacer, et c'était pas mieux, il était 6 pour faire Télématin après le départ de l'énergie. Ce fut dès lors la débandade, écrivez-vous. Oui, et ça l'était encore. Maintenant, il y a de nouveaux qui vont arriver, tant mieux pour eux, bonne chance. Je vais vous dire quelque chose, Nicolas, je vous jure que j'ai une qualité dans mon métier, je ne mens jamais, jamais mentir. Je vais vous dire, depuis que je n'ai plus fait Télématin, je ne l'ai plus jamais regardé. Je n'ai plus jamais regardé Télématin. Jamais. Je suis rarement maintenant devant ma télé à 6h30 du matin, et si jamais ça arrive, je ne regarde pas Télématin. Voilà. Au fond, ce qui pourrait expliquer cette baisse d'audience, c'est parce que le public aimait William Lémergie. Oui, je crois. Et Lémergie avait le nez, tous les chroniqueurs, c'est lui qui les a trouvés comme ça. Il a pris personne par piston, par rien. Il a pris des gens comme ça qui avaient envie de. Et le sujet de l'émission, c'était vraiment Lémergie. C'est pas que les chroniqueurs sont les premiers à dire qu'ils se mettent à côté Enfin, je veux dire que les chroniqueurs, ils ne cherchent pas à tirer la couverture à eux, c'était pas à cause d'eux. Chacun est humble et sait que si l'émission marchait bien, vraiment, c'est grâce à l'énergie. Il les a choisis un, qui construisait tout, qui faisait tout, qui était producteur, rédacteur en chef, qui était scénariste, qui était présentateur sur le plateau. C'était vraiment très 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 bien. Vraiment l'énergie, c'était exceptionnel. Vraiment, pourquoi il ne fallait pas le dézinguer, il ne fallait pas le laisser partir. Voilà. Vous êtes toujours en contact avec lui? Oui, bien sûr. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre qui s'appelle Mire Ballet chez Albin Michel, qui est un très bon livre. Non, moi, je suis bien sûr d'accord. Mais moi, j'ai aucun problème avec l'énergie. Je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas beaucoup dans Télématin qui ont eu problème avec l'énergie. Pas du tout. Il ne regrette d'ailleurs pas son choix d'avoir quitté France Télévisions. Ben, je crois pas. Je crois qu'on a un peu poussé par la porte. Je crois en raison de l'âge, mais je crois que non. Il a fait l'émission de C8. Là, il vient d'écrire un livre. Non, je suis pas mécontent pour ce que j'en sais. Quel regard portez-vous sur votre parcours? Pas mal m'aurait pu mieux faire. Et sur votre vie? Pareil, pas mal m'aurait pu mieux faire. C'est pas un peu sévère? Si, mais il faut toujours avoir envie de monter plus haut. Si, il faut toujours avoir envie de monter plus haut. Il faut être sévère avec soi-même, quoi. Vous savez, il y a que. Je vais vous dire une chose qui m'a gardé les têtes bien froides. Pardon, hein, mais j'ai fait des choses formidables, je trouve, vraiment. Des rencontres formidables. Et quand j'ai eu la chance d'avoir des parents, mes parents sont restés vivants pendant quelques temps. Et j'ai jamais poussé ce que je faisais en avant. Et mes parents m'ont jamais pris. Je n'étais pas la petite vedette de la famille, absolument pas. Hein. Mes parents étaient des gens sur lesquels le travail, l'honneur, la littérature, l'art était quelque chose de très très important. Donc d'aller faire le gugus à la télé, en interviewé 3 Bourricots, je veux dire ça, j'étais vraiment pas l'idole de mes parents. C'était pas ça qui faisait que. Donc j'étais plutôt assez content donc, de voir qu'à la fois que nul n'est prophète en ce pays. Je dirais pas ça que j'aurais détesté par moi être le petit singe savant, parce que je veux dire,
Ah, c'est bien ce qu'il a fait. J'ai pas ma famille en admiration béate devant moi. Ils s'en foutaient. Des fois, ils ne parlaient même pas de ce que je faisais. Ils s'en foutaient. Ils ne regardaient même pas des émissions. J'ai des livres, je ne sais même pas si ma famille a lu mes livres. Même pas. Je crois qu'ils s'en foutent complètement. C'est des gens sains, vous voyez, qui ont une rigueur morale, qui ont des préceptes chrétiens, sans être des bigots ou quoi, mais qui croient, je veux dire, à la valeur de l'âme humaine, au sentiment, au partage. Donc je suis très content de ça et c'est très très simple. Moi j'ai jamais été, je veux dire, je bois pas d'alcool. Ou je bois un peu d'alcool une fois, je veux dire, un bon vin à table, mais je vais pas dans les soirées, dans les boîtes de nuit pour boire 14 whisky, 10 cognac, jamais. Donc ça c'est clair, jamais. J'ai jamais fumé de ma vie. J'ai jamais pris le moindre de coke, de drogue, jamais, 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 jamais. C'est ça, là, comme ça Bon, froide. On est deux alors. Eh ben on est deux, voilà. Êtes-vous un homme heureux aujourd'hui? J'essaye de l'être, j'essaye. Je fais ce qu'il faut pour, et je ne pourrai être complètement heureux que lorsque les animaux seront heureux aussi. Donc voilà, donc je fais ce qu'il faut pour. J'espère y arriver, mais je fais ce qu'il faut pour. Comment vivez-vous le temps qui passe? Ben, avec amusement, avec sympathie. Moi je sais que j'ai au bord de la mer, par exemple, ça peut me résumer bien, enfin pas au bord de la mer, mais l'endroit où j'habite, en Provence, j'ai une piscine avec une très belle piscine, enfin on peut la dire, j'ai une salle de cinéma, vous savez, qui est à côté, quoi. Donc je regarde, pour moi le bonheur de regarder des films, je dois avoir 10 ou 12 000 DVD. Donc je regarde, j'ai découvert La prisonnière du désert en 4K, ça tombé par terre, plein de choses formidables et très bien, donc voilà, je me partage mon temps, comme ça, la campagne, les animaux, sauver des animaux, batailler. Puis surtout Nice, maintenant je suis élu à Nice, il faut que je travaille à Nice. Et puis surveiller les interviews que fait Nicolas pour voir quel en est le rendu. Vous parlez de votre piscine, vous aimez nager? Oui, j'adore, bien sûr, j'adore, oui. J'adore, surtout en plus je peux nager, personne ne me voit. J'ai des rideaux d'arbres, je suis isolé, complètement isolé. Ça sent bon, ça sent la lavande, ça sent le thym, ça sent... Non, c'est un bonheur complet. L'un de vos projets concerne également un Belge connu, Salvatore Adamo. Oui, parce que alors Adamo, parce que je travaille avec un éditeur de DVD qui s'appelle Serge Sarve, et Serge Sarve a réédité chez LCJ l'Ardoise, l'Ardoise qui est de Adamo, et il a réédité un autre film de Adamo qui s'appelle Les Arnaud. Et dans Les Arnaud, Salvatore est le fils adoptif de Bourvil, et il a comme petite amie dans l'affaire Christine Delaroche. Et donc, moi je connaissais Christine Delaroche, j'avais fait un sujet de télématin avec elle pour un bouquin de mémoire qu'elle avait écrit, et donc quand on m'a proposé de les rencontrer, non pas vraiment proposé de les rencontrer, on m'a dit qu'ils allaient ressortir Les Arnaud en DVD, et j'ai proposé à l'éditeur, faisons un bonus magnifique. Et comme il a fallu, et j'ai réussi à faire, Nicolas, un truc épatant, j'ai réussi à amener Christine Delaroche chez Adamo dans le sud. Oui, dans le sud. On les a filmés tous les deux, ils ont dialogué, ils ont raconté leur existence. Donc j'ai fait le film là, j'ai fait le film. Il y a le film qui existe, et moi j'ai fait un bonus à côté qui est sur le même disque, et qui raconte la rencontre Bourvil, qui raconte Adamo et Christine Delaroche, qui parle de Bourvil et parle du film ou quoi. Et on a fait ça là-bas, c'était un Belge célèbre, voilà, c'était bien, c'est bien. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Moi non plus, bien sûr. Je rappelle que votre livre So Chic, très bon livre, est sorti aux éditions L'Archipel. Je pas bien entendu. On répète, très bon livre aux éditions non. L'Archipel. Non, je voudrais dire que je suis content parce que j'ai été interviewé par un bon journaliste. Pas pour lui faire plaisir, l'interview est finie, donc voilà, c'est pas ça. Mais c'est vrai, il s'est vraiment intéressé. C'est rare de tomber sur des gens qui s'intéressent vraiment. Après, un journaliste, si on fait 4 interviews par jour, il faut s'intéresser à ce qu'on peut. Mais c'est rare de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse, qui a vraiment lu, qui pose des questions qu'il faut, et qui m'a appelé. Je me suis pas ennuyé, c'était très bien, c'était bravo. Merci à vous de nous suivre, très nombreux également. À chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager ces vidéos. Comme toujours, prenez bien soin de vous et à bientôt. Surtout que je vais m'abonner et liker maintenant aussi.